Voici une dalle de calcaire dans laquelle on observe ici une surface irrégulière formant des petites pointes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un joint stylolithique. Le joint stylolithique se forme seulement dans des roches calcaires parce que, à cause de la compression, il y a eu dissolution, donc il y a du matériau qui a disparu ici, et certains matériaux se dissolvent moins, c'est ceux qui forment encore les pointes. Donc du matériau a été perdu dans cette direction, et puis très souvent ce matériau, vous le retrouvez sur les côtés dans des fentes de tension, mais qui ne sont pas présentes sur cet échantillon. Bien sûr, il faut reconstituer le plan des joints stylolithiques en 3 dimensions. C'est pour ça qu'il faut aller regarder sur la tranche, et là on a en plus la chance d'avoir un grand pic stylolithique, donc ça nous permet, grâce aux 2 plans de coupe, de déterminer le plan avec les joints stylolithiques. Donc souvent l'erreur majeure qui est faite, c'est que vous supposez que le plan de coupe a un intérêt quelconque par rapport aux déformations de la roche. Il n'y a aucune raison de faire cette hypothèse, parce que le plan de coupe, c'est juste celui qui arrange la personne qui exploite ces roches pour en faire des dalles. Donc il n'a aucun souci tectonique en tête. Donc il n'y a pas de raison, ici on a juste beaucoup de chance, que la découpe se fasse presque parallèle au plan des joints stylolithiques, mais c'est juste un coup de chance, l'orientation du plan des joints stylolithiques est a priori quelconque par rapport au plan de découpe dans la carrière. Pourquoi c'est très important d'avoir en 3 dimensions ce plan des joints stylolithiques? C'est parce qu'on sait que la contrainte maximum, sigma 1, lui est forcément perpendiculaire. Donc le reconstituer en 3D, c'est arriver à déterminer sigma 1. Sur l'autre face, vous retrouvez la même chose. On peut suivre le joint stylolithique sur toute sa longueur. Donc vous voyez qu'ici c'est très irrégulier. Si c'est très irrégulier, ça veut dire qu'il y a du matériau plus ou moins riche en calcite. Seule la calcite se dissout sous l'effet de la pression. Donc quand il y a des éléments plus siliceux, des grains par exemple, des grains de sable, eux ils ne se dissolvent pas, d'où les formes relativement complexes. Et vous voyez que c'est un plan très approximatif, qui sera à peu près comme ça, et qu'on retrouve ici avec un grand élément qui ne s'est pas dissous, qu'on retrouve sur cette face. Donc ce sont des plans très très approximatifs, très ondulés, qui constituent les plans des joints stylolithiques dans les roches, qui ne sont pas des roches avec que du calcaire, dans lesquelles on a d'autres éléments qui se dissolvent mal, on a ces formes très complexes. Ce type de déformation est extrêmement courante, donc je vous incite à regarder avec attention les dalles de la gare Montparnasse, vous en verrez plein, avec en plus du fer qui vient dans les joints stylolithiques. Le fer ne se dissout pas, donc il reste, et il souligne les joints, donc c'est vraiment très beau et très facile à voir. Donc cet échantillon est un échantillon de calcaire fin, on parle de calcaire sublithographique parce qu'il n'est pas extrêmement fin, il peut y avoir encore plus fin, que j'ai trouvé dans le Languedoc. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est de la calcite, c'est qu'il y avait probablement une fracture et de la calcite qui est venue reprécipiter dedans, mais c'est pas ça que je souhaite vous montrer, je souhaite vous montrer le joint stylolithique. Alors il n'est pas très spectaculaire, vous voyez qu'il est relativement petit parce que justement cette roche est entièrement calcaire, donc presque tout se dissout, mais ce qui est intéressant c'est que la roche s'est fracturée le long de ces plans de joints stylolithiques, et donc là on peut voir tous les pics stylolithiques qui existent le long d'une roche, et puis ce que vous voyez ici c'est une fente de tension, et donc on retrouve bien que les fentes de tension sont dans des plans perpendiculaires au plan des joints stylolithiques, avec toujours le fait que les plans géologiques ne sont pas des jolis plans de maths, vous voyez qu'il est un petit peu incurvé, donc la perpendicularité n'est peut-être pas évidente à voir, mais là on a une fente de tension, on a des joints stylolithiques, et donc grâce à ça, vous pouvez reconstituer l'axe de déformation, les axes de déformation maximum, allongement, raccourcissement, et le cas échéant, reconstituer les contraintes. Donc mettez en pause et tentez de faire ceci à partir de l'échantillon.
On détermine d'abord l'axe d'allongement maximum perpendiculaire au plan de la fente de tension, puis l'axe de raccourcissement maximum perpendiculaire au plan des joints stylolytiques. Et pour avoir l'ellipsoïde des déformations, il suffit d'avoir le troisième OY pour lequel nous n'avons pas de valeur quantifiable et qui est dans un repère orthonormé direct. Il est toujours possible de décrire cette ellipsoïde des déformations puisque c'est simplement décrire la déformation dans l'espace. Par contre, il n'est pas toujours possible de remonter aux contraintes. On ne pourra remonter aux contraintes que si on est dans un système d'aplatissement et étirement, c'est-à-dire dans le langage de la rhéologie, un cisaillement pur, et s'il n'y a pas de rotation, c'est-à-dire dans le langage de la rhéologie, qu'il n'y a pas de cisaillement simple. Ici, nous n'avons aucun indice de cisaillement simple, donc on va supposer qu'on est en aplatissement-étirement et qu'on peut reconstituer les contraintes. Puisqu'on est en aplatissement-étirement, les directions des contraintes suivent les axes de déformation maximum qu'on a appelés O, X, Y, Z. Mais attention, ils ne sont pas dans le même sens puisque ce sont des pressions. Les pressions sont toujours dirigées vers le centre de l'objet. Donc l'axe de raccourcissement maximum correspond à σ1, la pression maximum, et l'axe d'allongement maximum correspond à la pression la plus faible, σ3, et bien sûr l'axe de déformation intermédiaire, OY, correspond à la pression intermédiaire, σ2. Donc faites très attention de toujours dessiner les pressions vers l'intérieur, donc avec des flèches en sens opposé à celui des déformations. Et du coup, vous obtenez l'ellipsoïde des contraintes. Pourquoi c'est intéressant d'avoir l'ellipsoïde des contraintes? C'est que σ3 vous donne la profondeur et σ1 moins σ3 vous donne la contrainte tectonique, c'est-à-dire vous donne une idée des forces tectoniques qui ont été à l'origine de cette déformation.